Pendant le dîner de la fête des mères, ma sœur a annoncé avec fierté que son troisième bébé était en route. Ma mère a applaudi. C'est tout ce que je voulais. Puis mon père s'est tourné vers moi. Tu vas aider avec les enfants. Je suis resté pétrifié. Pardon? Ma sœur a levé les yeux au ciel. De toute façon, tu ne fais rien de ta vie. Cela te donnera un but. J'ai souri, j'ai reculé ma chaise et j'ai quitté la maison. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Bonjour, madame. C'est la police. Je m'appelle Jessica Morgan. J'ai 30 ans et j'aurais dû savoir que le dîner de la fête des mères n'avait jamais vraiment eu pour but de célébrer les mères. Dans ma famille, chaque réunion était une scène, et tout le monde avait déjà un scénario pour moi avant même que je m'assoie. Je suis arrivé avec une tarte achetée en magasin, un sourire poli, et la vieille habitude de me rendre utile avant que quiconque ne puisse demander. Puis, à mi-chemin du dîner, ma sœur aînée a levé son verre, a souri comme si elle dévoilait un miracle, et a annoncé que bébé numéro 3 était en route. Ma mère a applaudi la première, presque en larmes de joie, et a dit que c'était tout ce pourquoi elle avait prié. Mon père a hoché la tête une fois, s'est tourné vers moi, et avec la certitude désinvolte d'un homme chargeant quelqu'un de déplacer des meubles, a dit que j'aiderais avec les enfants. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Puis j'ai vu le sourire satisfait de ma mère. Puis ma sœur s'est adossée à sa chaise et a dit que je ne faisais rien d'important de ma vie de toute façon. Alors, au moins maintenant, j'aurai enfin un but. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, comme j'avais appris à sourire quand quelque chose en moi se brisait. J'ai repoussé ma chaise et je suis sorti de la maison tandis que les fourchettes se taisaient contre les assiettes. J'ai roulé jusqu'à chez moi, les deux mains tremblant sur le volant, ignorant qu'au matin suivant, mon refus ne serait pas seulement qualifié d'égoïste, il serait traité comme un crime. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que j'ai franchi cette porte, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? J'ai vraiment envie de voir jusqu'où cette histoire voyage. La minute où je suis rentré dans mon appartement, le silence m'a frappé plus fort que le dîner. Il n'y avait pas de regards accusateurs, pas de commentaires lourds de sens, pas d'enfants courant partout pendant que les adultes décidaient de mon avenir à ma place, juste le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration, aiguë et irrégulière. J'ai posé la tarte sur le comptoir sans même la sortir de sa boîte, j'ai enlevé mes chaussures, et je suis resté debout au milieu de mon salon, essayant de comprendre pourquoi je me sentais coupable d'avoir dit non à quelque chose qui n'avait jamais été à moi d'accepter en premier lieu. C'était le piège que ma famille avait perfectionné au fil des ans. Ils ne demandaient jamais directement avant que la réponse n'ait déjà été choisie pour moi. Ils utilisaient le ton, le timing et l'obligation. Ils enveloppaient les exigences dans des mots comme famille, amour, soutien, loyauté, sacrifice. Au moment où j'ai été assez vieille pour comprendre ce qui se passait, j'avais déjà été entraîné à intervenir. Quand ma sœur voulait sortir au lycée, je restais à la maison pour aider. Quand ma mère disait qu'elle était épuisée, j'annulais mes plans. Pendant les vacances, je cuisinais, nettoyais, divertissais, apaisais, portais, réparais, m'excusais. Ce n'était jamais appelé du travail. C'était juste appelé être une bonne fille. Et parce que je ne criais pas, parce que je ne me rebellais pas tôt, parce que je leur facilitais la vie, ils ont confondu ma patience avec ma disponibilité et ma gentillesse avec ma possession. Mon téléphone a commencé à vibrer moins de 10 minutes après mon retour. Maman. Papa. Maman encore. Puis ma sœur. Ensuite, un flot de messages si prévisibles que je n'avais même pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils disaient. Ne sois pas dramatique. Tu nous as embarrassés. La famille est de la famille. Reviens et parle comme une adulte. La partie la plus insultante était la dernière, car tout ce que j'avais fait, c'était de me comporter comme la seule adulte dans cette maison. J'ai ignoré chaque message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne enfin. Puis j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais traité comme si j'existais pour un usage public. Amanda a décroché à la deuxième sonnerie. Elle n'a pas commencé par « qu'est-ce qui s'est passé » ou « bah-tu trop réagi » ou peut-être qu'il ne voulait pas dire ça comme ça. Elle a juste dit « tu es parti, n'est-ce pas ?» Je me suis assise par terre à côté de mon canapé, j'ai ri une fois sans humour, et j'ai dit « je suis arrivé à la voiture avant que quelqu'un ne se souvienne que j'étais humaine ». Je lui ai tout raconté, l'annonce, les applaudissements,
mon père me proposant comme si j'étais intégré au budget familial. Le commentaire de ma sœur sur le fait d'avoir un but, dit avec ce petit roulement d'yeux qu'elle avait maîtrisé depuis l'adolescence. Celui qui disait que j'étais ridicule de vouloir une vie qui ne gravitait pas autour de la sienne. Amanda a écouté silencieusement, puis a dit quelque chose qui a atterri plus durement que le réconfort habituel. Jess, il continue à faire ça parce que ça marche, pas parce que c'est juste. Parce que ça marche. J'ai penché ma tête en arrière contre le canapé et j'ai fermé les yeux. Elle avait raison. Le pire n'était même pas ce soir. C'était le schéma. Il ne s'agissait pas d'un dîner ou d'une grossesse. Il s'agissait d'une vie entière à être traitée comme la paire de mains supplémentaires, le réservoir émotionnel de réserve, la fille dont les plans étaient toujours flexibles parce que personne n'avait jamais pris la peine de savoir ce qu'ils étaient. J'ai finalement raconté à Amanda la partie que j'avais à peine admise à voix haute, que je m'étais discrètement préparé à lancer mon propre studio de design dans les mois à venir, que j'avais passé 2 ans en freelance, à économiser, à construire une liste de clients. Travailler tard le soir pendant que ma famille disait aux proches que j'étais toujours en train de trouver ma voie. Amanda est restée silencieuse un instant, puis a dit, « Alors, ils pensent que tu es libre parce qu'ils n'ont jamais respecté ce que tu construis. » Cette phrase a résonné dans mon appartement comme un verdict. Elle m'a dit de ne répondre à personne tout de suite, de respirer, de documenter les textes, d'arrêter d'agir comme si les limites avaient besoin d'autorisation. Puis elle a dit autre chose que je ne pouvais pas ignorer. Tu sais ce qui blesse le plus les gens comme ça? Pas crier, pas supplier, juste refuser de jouer ton rôle assigné. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau regardé mon téléphone. D'autres messages étaient arrivés. Ma mère disant que j'avais ruiné la fête des mères. Mon père disant que je devais à la famille une conversation. Ma sœur disant qu'elle était submergée et que je faisais tout ça pour moi. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé leur déception là où elle devait être, avec eux. Et pourtant, quelque part sous ma colère, une réalisation plus froide avait commencé à se former. Ma famille n'était pas choquée que j'ai refusé. Ils étaient choqués que je refuse publiquement, devant des témoins, devant des proches, devant la version d'eux-mêmes qu'ils aiment montrer. Cela signifiait qu'ils n'allaient pas laisser passer ça tranquillement. J'ai mal dormi. Le genre de sommeil où votre corps s'éteint, mais votre esprit continue de s'agiter. Vers 7 heures le lendemain matin, j'étais dans ma cuisine, dans un t-shirt trop grand, attendant un café assez fort pour combattre le mal de tête derrière mes yeux, quand mon téléphone s'est illuminé avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'ai pensé que c'était du spam, ou peut-être un de ces appels de suivi de facturation médicale que j'ignorais depuis des semaines, mais quelque chose m'a fait décrocher quand même. La voix à l'autre bout était calme, professionnelle, et immédiatement inappropriée pour un dimanche matin. Bonjour, madame. Ici l'agent Daniels du service de police local. Est-ce que je parle à Jessica Morgan? La machine à café a cliqué derrière moi. J'ai dit oui. Et avant qu'il ne continue, quelque chose dans mon estomac est tombé si vite que j'ai eu l'impression de manquer une marche dans le noir. Il a expliqué qu'ils avaient reçu une demande de contrôle de bien-être me concernant. Ma mère les avait contactés tard la nuit précédente, affirmant que j'avais quitté une réunion de famille en état de détresse, que je ne répondais pas à mon téléphone, qu'elle craignait que je sois instable et en danger. Pendant une seconde, je n'ai honnêtement pas pu parler. Je suis resté là, agrippé au comptoir si fort que mes doigts me faisaient mal. Instable. C'est le mot qui résonnait le plus fort. Pas disparu. Pas inquiète. Instable. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit, et il a reformulé soigneusement, comme le font les gens quand ils savent que la version originale pourrait envenimer les choses. Il a dit que le rapport suggérait que j'étais parti émotionnellement, que j'étais sous une tension personnelle et que la famille s'inquiétait de mon état mental. Le voilà. Ma mère n'avait pas simplement paniqué. Elle avait construit un récit. Elle avait pris un acte de refus et l'avait travesti en fragilité, en instabilité, en danger. Elle n'avait pas appelé parce qu'elle m'aimait. Elle avait appelé parce qu'elle avait besoin que l'autorité intervienne là où la culpabilité avait échoué. J'ai dit à l'agent Daniels que j'étais seul à la maison et parfaitement bien. Je lui ai dit que j'avais quitté un dîner de famille après un désaccord et que j'avais choisi de ne pas répondre à mes proches parce que je ne voulais pas être harcelé toute la nuit. À son crédit, son ton a changé. Pas plus chaleureux, mais plus humain. Il m'a demandé si je me sentais en sécurité,
s'il y avait eu des menaces, si quelqu'un avait accès à mon appartement. J'ai répondu clairement à toutes les questions. Puis il a marqué une pause et a dit, avec la diplomatie prudente de quelqu'un qui avait entendu suffisamment de drames familiaux pour en reconnaître un en temps réel, il pourrait être utile de communiquer directement avec votre famille afin qu'ils comprennent que vous n'êtes pas en danger. Utile. J'ai failli rire. Utile pour qui? Raclement de gorge pour moi, qui venait d'apprendre que ma mère pouvait impliquer la police avant de pouvoir respecter le mot au nom. Ou pour elle, pour qu'elle puisse éviter l'embarras quand la vérité éclaterait? Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel et j'ai fixé mon reflet dans la porte du micro-ondes. J'avais l'air épuisé, mais je n'avais pas l'air instable. J'avais l'air de quelqu'un qui venait de voir une violation de limite évoluer vers quelque chose d'officiel. Mon téléphone a vibré à nouveau presque immédiatement, cette fois avec des messages de ma mère qui m'ont glacé le sang par leur prétendue innocence. « Tu vas bien? S'il te plaît, réponds. Tu m'as fait peur. Je n'ai fait que ce que toute mère ferait. » Il n'y avait aucune mention de la police, aucune mention des mots qu'elle avait utilisés, aucune reconnaissance qu'elle m'avait dépeinte comme émotionnellement compromise parce que j'avais refusé une garde d'enfants gratuite. C'est à ce moment-là que la vérité s'est précisée. Ma famille avait passé des années à me traiter comme une main-d'œuvre de secours. Mais maintenant, je pouvais voir le système plus large en dessous. Ils n'attendaient pas seulement mon aide. Ils croyaient avoir le droit de gérer mes choix. Si la culpabilité ne fonctionnait pas, la pression le ferait. Si la pression ne fonctionnait pas, l'humiliation pourrait. Si l'humiliation échouait, alors la contrainte par procuration. J'ai repensé au dîner, à la certitude suffisante dans la voix de mon père, à la petite phrase cruelle de ma sœur sur le but, et tout s'est soudainement mis en place d'une manière qui m'a rendu malade. Ils considéraient sincèrement mon indépendance non pas comme une vie, mais comme un refus d'être utile pour eux. Mon rêve, mon travail, mon temps, mon corps, mon appartement, mon avenir, tout cela restait invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Alors cela devenait une propriété communale. J'ai ouvert le fil de discussion avec ma mère et j'ai hésité au-dessus du clavier. Je voulais écrire quelque chose de dévastateur, quelque chose de précis, quelque chose qui lui ferait ressentir même une fraction de l'humiliation que j'avais ressentie en entendant un officier de police vérifier gentiment que je n'avais pas perdu la tête. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face contre terre. La rage était brûlante, mais la clarté était meilleure. Si je répondais maintenant, il me traînerait dans un autre marécage émotionnel où tout serait recaste en malentendu et en amour. Non, cela avait changé l'échelle des choses. Ils avaient escaladé en premier. Cela signifiait que tout ce qui viendrait ensuite devait être délibéré, pas bruyant, pas impulsif, délibéré. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'avais besoin de savoir si ma mère avait vraiment paniqué, ou si toute la famille avait parlé de moi d'une manière que je n'avais pas imaginée. J'ai rappelé Amanda, car à ce moment-là, elle n'était plus seulement mon amie dans cette situation. Elle était ma vérification de la réalité. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle m'a demandé ce qui s'était passé. Et quand je lui ai raconté que ma mère avait impliqué la police et laissé entendre que j'étais mentalement instable, Amanda n'a même pas essayé d'adoucir sa réaction. Elle a dit, « Jess, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est du contrôle. » J'ai marché d'un bout à l'autre de mon appartement pendant que nous parlions, rejouant chaque mot de l'agent, chaque message de ma mère, chaque moment de silence des dernières années où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais où je m'étais convaincu d'être trop sensible. Amanda m'a posé la seule question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée. Que veux-tu faire ensuite? Pas qu'est-ce qu'ils attendent de toi. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, car une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait. Une partie de moi continuait à chercher l'explication plus douce, le malentendu, la réaction émotionnelle excessive qui pouvait encore être résolue par une conversation et quelques larmes. Amanda m'a laissé dans ce silence un instant, puis a dit qu'elle avait quelque chose que je devais entendre, même si je n'aimais pas ça. Une cousine à moi, que Amanda avait rencontrée à une fête prénuptiale quelques semaines plus tôt, avait mentionné que ma famille parlait de moi depuis des mois, non pas avec inquiétude, mais avec dédain. Ma sœur avait apparemment dit à des proches que je travaillais à la maison parce que je ne pouvais pas gérer un vrai emploi, que j'étais toujours disponible, que je n'avais pas d'engagement sérieux, et qu'une fois le nouveau bébé arrivé, je serais enfin utile à quelque chose. Amanda a dit qu'elle ne me l'avait pas dit parce que cela lui avait semblé mesquin et de seconde main à l'époque, et qu'elle ne voulait pas créer de drame basé sur des ragots. Mais maintenant,
après l'appel de la police, cela ne ressemblait plus à des ragots. Cela ressemblait à de la préparation. Ils avaient construit une histoire sur moi bien avant le dîner. Paresseuse, sans direction, sans attache, la fille avec du temps libre, la tante sans enfant, donc sans droit légitime sur son propre emploi du temps. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier où je gardais les factures, les maquettes de marque, les contrats clients, les plans de lancement, les brouillons d'enregistrement d'entreprise, toutes les preuves que mon rien avait en fait été des années de travail discipliné. Soudain, ces dossiers ne représentaient pas seulement l'ambition. Ils représentaient des preuves. Amanda a dit, tu dois arrêter de te disputer avec leur version fantasmée de toi. Commence à gérer ce qu'ils ont réellement fait. Cela a tout changé, car si ma mère avait juste paniqué, peut-être cela aurait-il pu être présenté comme de l'émotion. Mais si la famille avait déjà dit aux gens que je dérivais dans la vie, alors le dîner de la fête des mères n'était pas une supposition spontanée. C'était un couronnement public. Ils avaient choisi le cadre, l'auditoire et le scénario. Ils comptaient sur moi pour absorber l'insulte, comme je l'avais toujours fait auparavant. Amanda m'a demandé si j'allais les confronter. J'ai dit oui, mais pas pour supplier de la compréhension. J'en avais fini de traduire ma vie en mots plus petits pour qu'ils ne se sentent pas menacés par elle. J'ai commencé à mettre des captures d'écran de messages dans un dossier. Les messages manipulateurs de ma mère. La demande de conversation de mon père. Le petit commentaire amer de ma sœur envoyé après minuit disant, peut-être que quand j'aurai des enfants, je comprendrai ce que les vraies femmes sacrifient. Celui-là m'a presque fait rire par sa pure arrogance. Les vraies femmes. Comme si la féminité ne comptait que lorsqu'elle s'épuisait au service des choix de quelqu'un d'autre. Amanda m'a instamment demandé de ne pas y retourner si je pensais que je serais acculé ou manipulé. Mais à ce moment-là, ma peur avait été remplacée par quelque chose de plus stable. Je ne revenais pas pour gagner une dispute. Je revenais parce qu'une fois que les gens sont prêts à déformer votre caractère devant la police et les proches, le silence commence à ressembler à un consentement. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle vienne avec moi. J'y ai réfléchi. Un témoin aiderait. Un soutien aiderait. Mais ensuite j'ai imaginé ma famille. La façon dont ils joueraient la civilité si un étranger était présent. La façon dont ils appelleraient cela une confusion malheureuse et me puniraient plus tard de les avoir fait paraître mauvais. Non. Si je revenais, ce devait être dans la même arène où ils m'avaient d'abord proposé sans mon consentement, devant les gens qu'ils tenaient à impressionner. Avant que nous raccrochions, Amanda a dit quelque chose que j'ai noté immédiatement, car cela me semblait être la colonne vertébrale de tout ce que j'avais besoin de dire. Tu ne refuses pas d'aider. Tu refuses d'être assigné. J'ai regardé cette phrase longtemps après la fin de l'appel. Elle était nette, précise, indiscutable, à moins que quelqu'un n'admette l'exact entitlement que je voulais exposer. Puis j'ai vérifié les réseaux sociaux et j'ai senti mon sang se glacer. Ma mère avait posté un collage sentimental de la fête des mères du dîner. Sur chaque photo, la famille semblait joyeuse, unie, rayonnante sous les guirlandes lumineuses et le soleil de la fin du printemps. La légende disait, la famille est notre plus grande bénédiction. Si reconnaissante pour tous mes enfants et l'amour que nous partageons, même à travers les moments difficiles. Les commentaires étaient remplis de cœur. Il n'y avait aucune mention que l'un de ces moments difficiles avait apparemment nécessité un appel à la police et une campagne de chuchotement sur ma stabilité émotionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La version préférée de la vérité par ma famille était toujours celle qui ne laissait de contusion visible sur personne d'autre que moi. Alors, je me suis habillé lentement, comme quelqu'un qui se prépare pour une réunion importante. J'ai choisi un jean, un chemisier noir et un blazer qui me donnaient l'impression d'être plus affûté que la veille. J'ai imprimé quelques documents, non pas parce que j'avais l'intention d'agiter des papiers sous le nez de quiconque, mais parce que je voulais des rappels physiques de qui j'étais avant qu'ils n'essaient de me réduire à nouveau. Accord client, planning de projet, la maquette de la page de lancement de mon studio. Ma vie, tangible et indéniable. Puis j'ai pris mes clés. Je ne retournais pas au pique-nique pour me défendre. Je retournais mettre fin à un rôle. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 38 minutes, mais mentalement, il s'est étiré sur des années. J'ai pris la route la plus longue par instinct, celle qui passait devant le centre commercial où j'avais travaillé à 19 ans pour aider aux factures, l'église où ma mère aimait être louée comme une parent dévouée.
Le parc où ma sœur avait pleuré une fois parce que je lui avais dit que je ne pouvais pas sauter un examen pour faire du babysitting, et ma mère m'avait traité de froide pendant 2 semaines d'affilée après ça. La mémoire n'arrivait pas en flashback ordonné. Elle venait comme une pression. À un feu rouge, je me suis soudain souvenu d'avoir 16 ans et d'avoir quitté un événement scolaire tôt parce que ma mère avait dit que ma sœur avait besoin d'aide pour un projet scolaire qu'elle avait procrastiné. À l'intersection suivante, je me suis souvenu d'avoir 23 ans et d'avoir manqué un dîner de réseautage parce que mon père avait insisté sur le fait que la famille passait avant tout quand la babysitter de ma sœur avait annulé. À 27 ans, quand je leur ai dit que je voulais créer ma propre entreprise, ma mère a souri de cette manière prudente qu'elle utilisait en faisant semblant de ne pas me rejeter et a dit « C'est bien, ma chérie, mais il est bon de garder des attentes réalistes. » Réaliste dans ma famille, ce mot signifiait assez petit pour ne déranger personne. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet. Je n'ai pas regardé. Je connaissais déjà la chorégraphie émotionnelle, d'abord l'inquiétude, puis l'accusation, puis la supériorité morale, puis l'invitation à la réconciliation, à condition que je reprenne la forme exacte qu'il préférait. En tournant dans la rue menant à la maison, j'ai remarqué des voitures supplémentaires garées le long du trottoir. Quelques proches étaient encore là, des restes du week-end de vacances, exactement le genre de public que ma famille ne gaspillerait jamais. Le portail du jardin était ouvert. J'entendais des rires lointains, le cliquetis des verres et des enfants hurlant à travers les arroseurs. Ils continuaient comme si rien ne s'était passé, ce qui, d'une certaine manière, me mettait plus en colère qu'une hostilité ouverte. Ma mère avait appelé la police pour moi moins de 12 heures plus tôt, et maintenant il mangeait de la salade de fruits au soleil, comme si nous n'avions eu qu'un malentendu familial aigu. Je suis resté assise dans ma voiture un instant, laissant la climatisation souffler sur mon visage. Pour la première fois de la journée, le doute a tenté une dernière fois de s'insinuer. Et si j'entrais et qu'il tordait tout? Et si mon père élevait la voix et que je retombais dans mes vieilles habitudes? Et si ma mère pleurait? Elle transformait les larmes en armes plus efficacement que quiconque je connaissais. Et si ma sœur riait? Ce serait peut-être pire. Puis j'ai regardé le siège passager où le dossier était posé, et je me suis souvenu du ton de l'agent de police, poli mais prudent, alors qu'il me demandait si j'étais en sécurité. En sécurité. Le fait qu'un étranger ait dû demander parce que ma mère avait choisi de me déformer était suffisant pour durcir toute la douceur qui restait. Je suis sorti de la voiture et j'ai senti l'odeur du charbon de bois, de l'herbe coupée, de la crème solaire et de ce parfum floral bon marché que ma mère portait par temps chaud. La familiarité sensorielle m'aurait jadis apaisé ce jour-là. Elle ne faisait que me rappeler à quel point les gens confondaient facilement la familiarité avec l'innocence. Alors que je me dirigeais vers le jardin, j'ai entendu ma sœur avant de la voir, riant bruyamment, se prélassant dans l'attention, déjà au centre d'un autre cercle. Elle était douée pour ça. Douée pour recevoir la célébration comme de l'oxygène. Mon père se tenait près du grill avec un verre à la main, hochant la tête à quelque chose qu'un oncle disait. Ma mère arrangeait des assiettes comme si elle avait personnellement organisé la paix. Pendant une seconde surréaliste, je me suis demandé s'il ferait vraiment semblant que rien ne s'était passé. Puis ma mère a levé les yeux, m'a vu, et tout son visage s'est réorganisé en spectacle. L'inquiétude a adouci sa bouche. Le soulagement a élargi ses yeux. Elle a posé l'assiette et s'est précipitée vers moi, pas trop vite, car une vraie panique aurait semblé suspecte. « Jessica » a-t-elle dit, assez fort pour que les proches l'entendent. « Dieu merci. Tu vas bien ? » Le voilà. Pas bonjour. Pas il faut qu'on parle. Pas je suis désolé. Juste la continuation de l'histoire qu'elle avait déjà racontée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par-dessus son épaule le jardin, les parents faisant semblant de ne pas regarder, ma sœur se tournant vers nous avec la même expression que les gens portent lorsqu'un spectacle qu'ils apprécient reprend soudainement. Puis j'ai regardé ma mère et j'ai réalisé qu'elle s'attendait à ce que je soulage son malaise, que je rassure tout le monde, que j'adouce la scène. L'ancienne moi l'aurait fait automatiquement. L'ancienne moi aurait baissé la voix et assumé la responsabilité juste pour que la pièce continue. Au lieu de cela, j'ai dit calmement et assez clairement pour que plusieurs conversations autour de nous s'interrompent, « Je vais parfaitement bien, maman. C'est pourquoi j'aimerais savoir pourquoi la police a été informée que j'étais instable. » Le silence qui a suivi a semblé presque sacré. L'expression de ma mère a vacillé. Mon père s'est redressé. Ma sœur a posé sa tasse.
Les gens qui grignotaient des chips et de la pastèque sont devenus des témoins sans bouger d'un pouce. Ma mère a immédiatement baissé la voix, ce qui m'a tout dit. Jessica, pas ici. Cette phrase m'a presque fait sourire. Bien sûr, pas ici. Pas devant les gens. Pas au soleil. Pas à l'endroit où les rôles sont assignés et polis. Mais je n'avais pas conduit 38 minutes pour être géré dans le silence privé. Non, ai-je dit, en fait, c'est exactement ici que cela a commencé. Mon père est intervenu le premier et m'a dit de ne pas faire de scène. Je me suis dégagé et j'ai dit qu'ils en avaient déjà fait une quand maman avait appelé la police. Le mot police a instantanément changé l'ambiance. Ma mère s'est précipitée, insistant qu'elle n'avait été inquiète que parce que j'étais parti bouleversé et que j'avais cessé de répondre à mon téléphone. J'ai demandé ce qui l'avait exactement poussé à dire à des étrangers que j'étais instable. Ma sœur a coupé court en disant qu'il n'avait fait que demander de l'aide et que la famille était censée se soutenir mutuellement. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Elle avait annoncé sa grossesse. Nos parents avaient offert mon temps et ensuite elle avait insulté ma vie devant tout le monde. Ce n'était pas de l'aide. C'était de l'arrogance. Elle a croisé les bras et a dit que je travaillais à la maison, que je gérais mes propres horaires et que je n'avais pas d'enfants, donc évidemment mon emploi du temps était plus flexible. J'ai dit à tout le monde que je construisais mon propre studio de design avec de vrais clients, des contrats et des délais, mais ma famille ignorait tout cela parce qu'il était plus facile de me traiter comme un renfort non payé. Ma mère a dit que les adultes faisaient des sacrifices, et ma sœur était débordée. J'ai répondu que choisir d'avoir un troisième enfant ne me rendait pas responsable d'élever cet enfant. Ma sœur s'est mise en colère et a demandé aux proches quel genre de tante j'étais. Cela m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai regardé autour du jardin et j'ai dit la vérité devant tout le monde. Pendant des années, j'avais été la personne que cette famille appelait chaque fois que la vie devenait compliquée. Mais au moment où j'ai dit non, ma mère a appelé la police et m'a dépeinte comme instable. Le jardin est devenu complètement silencieux. Mon père voulait que la conversation soit déplacée en privé, mais j'ai refusé. En privé, c'était là qu'il réécrivait l'histoire. En public, c'était là qu'il m'avait assigné, humilié et signalé. Puis j'ai ouvert mon dossier et montré juste assez de preuves. Des documents clients, des plans de lancement, des délais pour faire une chose claire. Ma vie était réelle. Mon travail importait. Et j'en avais assez de les laisser me traiter comme si je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. 7e partie. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été bruyant, de la manière cinématographique que les gens imaginent les éclats familiaux. Renifle, personne n'a renversé de table. Personne n'a jeté de verre. Ce qui s'est brisé était plus subtil et, pour moi, plus satisfaisant. C'était l'illusion. Ma mère a cessé de jouer l'inquiétude parce que le public était passé de compatissant à incertain. Mon père a cessé de parler par phrases déclaratives et a commencé à choisir ses mots comme un homme qui s'était soudain souvenu que d'autres personnes écoutaient. Ma sœur, dépouillée de sa facile supériorité morale, ressemblait moins à une mère enceinte rayonnante qu'à quelqu'un de furieux que sa solution de personnel privé ait développé une colonne vertébrale. Pour la première fois depuis des années, ils devaient tous me répondre en tant que personne et non en tant que fonction. Ma mère s'est remise la première, mais seulement à moitié. « Je pense que tu déformes les choses », a-t-elle dit. Personne n'essaie de t'utiliser. Nous pensions juste que tu voudrais soutenir ta sœur pendant une période difficile. J'ai hoché la tête une fois. Si vous aviez pensé cela, vous me l'auriez demandé en privé. Vous ne m'auriez pas assigné en public. Mon père a exhalé brusquement, déjà irrité que la logique l'emporte sur l'autorité. Ça suffit, a-t-il dit. C'est allé trop loin. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est allé trop loin quand vous avez traité mon temps comme une propriété familiale. C'est allé encore plus loin quand maman a impliqué la police. Je suis juste la première personne ici à le dire à voix haute. Un cousin près de la clôture a marmonné, elle n'a pas tort. Et même si c'était à peine audible, cela aurait pu être une cloche d'église. Ma sœur s'est tournée vers la voix, puis vers moi, rouge de honte. Alors quoi maintenant, a-t-elle exigé. Tu veux qu'on s'excuse tous parce qu'on a supposé que tu aiderais ta propre famille. Il y avait du venin dans la phrase « ta propre famille ». Comme si la famille ne comptait que lorsqu'elle allait dans une seule direction. J'ai répondu avec plus de calme que je n'en ressentais. Non, je veux quelque chose de beaucoup plus fondamental.
Je veux que vous compreniez tous que mon nom n'est pas une crise, pas une attaque, et pas un symptôme. Cela a semblé frapper plus fort que toute accusation. Les personnes qui dépendent de votre conformité ont souvent le plus de mal avec l'idée que le refus peut être moralement neutre. Les yeux de ma mère se sont remplis, mais pas comme lorsqu'elle était sincèrement blessée. C'étaient des larmes stratégiques, arrivant juste à point. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle murmuré. Voilà, le compte de la dette familiale qui ne pouvait jamais être remboursé parce que son but n'était jamais le remboursement, seulement le levier. Je me sentais étrangement lucide. Si ce que vous avez fait pour moi était de l'amour, ai-je dit, alors ça ne devrait pas venir avec une facture chaque fois que je ne veux pas faire ce que vous voulez. Ma sœur a fait un son sec et incrédule. Tu es incroyable. Maman pleure et tu continues à faire ça. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as dit que je n'avais aucun but à moins d'élever tes enfants pour toi. Alors, ne faisons pas semblant de mesurer la gentillesse ici. Son visage est devenu rouge. Vraiment rouge. Le genre qui se propage trop vite pour être caché. Et puis, parce que les gens se révèlent le plus pleinement lorsque l'humiliation dépasse la maîtrise de soi, elle a craqué. Elle a commencé à parler par-dessus moi, par-dessus notre mère, par-dessus tout le monde. Elle a dit que j'étais jalouse parce que je n'avais ni mari, ni enfant, ni vraie famille à moi. Elle a dit que je jugeais les mères parce que je ne pouvais pas comprendre le sacrifice. Elle a dit que tout le monde avait toujours su que j'étais difficile, égocentrique, froide, et secrètement rancunière chaque fois que l'attention se portait sur quelqu'un d'autre. À mi-chemin, elle a réalisé que personne ne venait à son secours. Ni mon père, ni ma mère, ni les proches. Le silence autour d'elle est devenu un miroir, et dans ce miroir, elle a vu exactement à quel point elle sonnait mal. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de fondamental avait changé. Elle s'était attendue à ce que le cœur familial se joigne à elle, à ce qu'il s'harmonise autour de sa plainte comme il l'avait toujours fait. Au lieu de cela, elle n'avait que sa propre voix. Trop forte, trop tranchante, trop révélatrice. Ma mère a essayé de la faire taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ma sœur a reculé et a crié que rien de tout cela n'arriverait si je cessais de faire comme si j'étais trop bien pour aider. Une parente à qui je parlais à peine, une des sœurs de ma mère, a finalement dit, avec précaution mais fermeté, aider est une chose. Proposer quelqu'un d'autre en est une autre. La phrase était douce, mais son effet fut dévastateur. Ma mère pâlit. Mon père détourna le regard. Ma sœur regarda comme si la trahison venait d'arriver du mauvais côté. Pendant toutes les années où j'avais joué les médiatrices, une vérité était restée constante. Une fois que la famille élargie voit le schéma, les gens qui dépendent du schéma paniquent. Je n'avais pas besoin de vengeance au sens dramatique de la terre brûlée que j'avais fantasmé dans les premières minutes brutes après l'appel à la police. Je n'avais pas besoin de les détruire. J'avais besoin qu'ils soient incapables de préserver le mensonge. Et là, dans ce jardin lumineux avec des desserts à moitié mangés sur des assiettes en carton et tout le monde soudain conscient de qui avait vraiment franchi la ligne, j'ai obtenu exactement cela. Pourtant, je n'avais pas fini. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, permettez-moi de simplifier les choses. À partir de maintenant, je ne ferai plus de babysitting. Pas occasionnellement. Pas juste cette fois-ci, pas parce que vous êtes débordés, et certainement pas parce que vous pensez que ma vie a moins d'importance que la vôtre. Et si quelqu'un ici décide de répéter l'histoire selon laquelle je suis instable, paresseuse ou sans but, je dirai la vérité complète à chaque fois. Y compris la partie où maman a contacté la police parce que j'ai quitté le dîner après avoir été assigné à une garde d'enfants non rémunérée devant des proches. Ma mère semblait horrifiée, non pas parce que je mentais, mais parce que je promettais de la cohérence. Les systèmes manipulateurs survivent grâce à la mémoire sélective. Je menaçais de permanence. Mon père a finalement tenté l'angle pratique. Jessica, ne fais pas quelque chose de permanent à cause d'un malentendu. J'ai failli sourire. C'est permanent parce que ce n'est pas un malentendu. C'est une habitude. Je n'y participe juste plus. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti la clé de rechange de la maison de mes parents que je portais depuis l'université, j'ai marché jusqu'à la table de patio et je l'ai posée à côté du verre de ma mère, intact. Pas de discours, pas de théâtralité, juste un petit bruit métallique sur le verre. Le symbolisme a frappé immédiatement. Ma mère a fixé la clé comme si elle l'avait personnellement insultée.
Elle savait ce que cela signifiait. Plus d'appels d'urgence pour nourrir le chien, garder les enfants, apporter la casserole, gérer le désordre, sauver la situation. Plus d'attentes inopinées déguisées en appartenance. La bouche de ma sœur s'est serrée. La mâchoire de mon père s'est contractée. Je les ai tous regardés une dernière fois et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû faire plus mal que ça. Ils avaient passé tellement de temps à mal interpréter mon silence qu'ils n'avaient vraiment jamais cru que je pouvais laisser ce rôle derrière moi. Vous devez tous trouver un plan de garde d'enfant qui ne dépend pas de faire semblant que je n'ai pas de vie, ai-je dit. Et maman, ne contacte plus jamais la police à mon sujet, à moins que je ne sois réellement porté disparu. Si cela se reproduit une autre fois à cause de la pression familiale, je m'en occuperai très différemment. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'accuser de la menacer, peut-être pour pleurer à nouveau, peut-être pour me supplier de ne pas partir ainsi devant tout le monde. Mais je ne suis pas resté pour l'entendre. Je me suis retourné et j'ai traversé le jardin, passant devant des proches qui évitaient maintenant mon regard par malaise ou peut-être par honte. Passant devant des enfants qui couraient à travers la brume des arroseurs. Passer devant la performance grandeur nature de la famille qui s'était enfin suffisamment ouverte pour que je puisse voir le mécanisme intérieur. Personne ne m'a arrêté. Ce fut la deuxième victoire. Il n'avait pas de scénario pour une femme qui ne resterait pas les apaiser après avoir dit la vérité. Quand je suis monté dans ma voiture, mes mains étaient stables. Je n'ai pas pleuré avant d'arriver au bout de la rue, et même là, les larmes ressemblaient moins à du chagrin qu'à une libération. À mon arrivée à la maison, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer de messages. Mais cette fois, le ton avait changé. Non pas des accusations, mais de la gestion des dégâts. Mon père voulait parler calmement, ma mère disait que l'après-midi avait dégénéré, ma sœur disait que je l'avais humilié pendant l'une des périodes les plus émotionnelles de sa vie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux ce jour-là, ni le lendemain. 3 jours plus tard, ma mère a appelé d'un numéro que j'avais oublié qu'elle utilisait encore. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Elle ne s'est pas excusée, pas entièrement. Les gens comme elle le font rarement, mais elle a demandé si je pouvais au moins venir et aider à arranger les choses parce que ma sœur paniquait. Les coûts de garde d'enfants étaient plus élevés que prévu, et la famille était sous stress. J'ai écouté le message 2 fois, je l'ai sauvegardé, puis je l'ai supprimé sans répondre. Ce fut la vengeance finale, si vous voulez l'appeler ainsi. Pas des cris, pas de la cruauté, pas les punir comme ils m'avaient puni. Juste laisser la réalité prendre la place où je me tenais autrefois. Ils avaient construit une structure familiale autour de mon travail silencieux et avaient supposé qu'elle durerait éternellement. Ce ne fut pas le cas. Et pour la première fois de ma vie, lorsqu'ils ont cherché la femme qui facilitait toujours les choses, ils ont trouvé exactement ce que je leur avais donné à ce dîner de la fête des mères devant tout le monde. Une réponse qu'ils ne pouvaient plus renverser. Non. Notre équipe chez Revenge Mongan s'engage à créer des histoires significatives et engageantes qui laissent une impression durable. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive créée pour partager de précieuses leçons et des messages éducatifs avec nos spectateurs. L'antagoniste de cette histoire montre comment l'égoïsme, le contrôle et le manque de respect peuvent profondément blesser les personnes qui nous sont les plus proches. Certains méchants ne sont pas dangereux par la force, mais parce qu'ils manipulent l'amour et la famille pour obtenir ce qu'ils veulent. Si vous étiez à la place du personnage principal, comment feriez-vous face à l'antagoniste ?